Je passe la parole à Monsieur Russet qui va nous expliquer comment, dans le cadre de ses fonctions, il soutient les parents quand il y a des signes d'alerte qui ont été repérés par les professionnels. Alors, c'est pas tout à fait, une petite confusion, parce que c'est pas tout à fait exactement le sujet, mais j'y reviendrai. Juste pour me présenter, moi, je suis psychologue clinicien spécialiste du développement. J'interviens sur l'unité des jeunes enfants au CHU de Montpellier dans le service du professeur Purper. Et dans cette unité a été créée l'unité parents-nourrissons. Alors en fait, en parallèle de la présentation de M. Schex qui vous a rappelé ou détaillé les facteurs, les processus en œuvre dans le développement et les différents repères de développement, moi je vais vous parler d'un type de dispositif qui a pour vocation d'accompagner au mieux, de garantir le plus possible le bon développement de l'enfant, en répondant à une première contrainte dans le développement, c'est le temps, c'est-à-dire à travers une intervention précoce. La flèche, celle-là, d'accord. D'accord. Ce type de dispositif au CHU de Montpellier s'appelle l'unité parents-nourrissons. C'est une unité de soins ambulatoires, donc de type hôpital de jour. Elle a à peu près maintenant 5 ans. On va leur rendre hommage quand même. Elle a été créée par les docteurs Ebrard et Hervé, qui sont pédopsychiatres de l'unité de jeunes enfants. Les professionnels qui interviennent, on va le voir tout à l'heure dans l'organisation, ce sont en première ligne les infirmières puéricultrices et éducatrices jeunes enfants, les rééducatrices ensuite, psychomotriciennes et orthophonistes, et les pédopsychiatres et moi-même en tant que psychologue dans la supervision de ces soignants. Alors, les objectifs, pourquoi a été créée cette unité? Tout d'abord, on s'est rendu compte qu'en fait, on accueillait beaucoup d'enfants à partir de 3-4 ans, dont les troubles auraient pu être repérés plus tôt, pris en charge plus tôt, avec des pronostics meilleurs. Donc, on s'est dit qu'il fallait décidément intervenir le plus tôt possible, et pour se donner donc de meilleurs résultats possibles, et intervenir en dehors de nos délais de prise en charge habituels, qui peuvent être d'1 à 2 mois. Un enfant n'a pas le temps d'attendre. Ça aussi, ça permet de répondre à la contrainte temps. Donc l'idée, c'est qu'à partir du moment où un parent appelle, on s'engageait alors, et on tient toujours cet engagement, à répondre en donnant un rendez-vous dans les 15 jours. Ce qui, pour un service hospitalier, est pas mal quand même, vous en conviendrez, avec une organisation spécifique que je vous détaillerai. L'idée aussi, c'était de faire un focus sur la toute petite enfance, et de se dire, mais les outils avec lesquels on travaille sur les jeunes enfants en général, est-ce qu'ils sont adaptés? Est-ce qu'il faut en changer? Est-ce qu'il faut aller voir ailleurs comment on procède? Donc c'était introduire de nouvelles façons de faire. Et puis aussi, renforcer un réseau autour du bébé. Parce que quand on a discuté dans notre groupe de travail sur cette question de l'accompagnement de la petite enfance, une des questions saillantes qui ressortent, c'est qu'en fait on travaille tous, chacun de notre côté, et très peu en réseau. Et à ce jeu-là, eh bien, le bébé et ses parents ont de très fortes chances de passer à travers les mailles d'un filet qui se voudrait protecteur. Donc l'idée, c'était de à la fois renforcer la coopération entre les services internes du CHU, donc en gros entre somatique et psychiatrie, et en dehors du CHU, notamment avec les services de PMI. Donc nos indications, on reçoit ces enfants et leurs parents de 0 à 18 mois, je dirais toujours leurs parents, parce qu'il n'y a pas que des mères à côté d'un enfant. Et je pense qu'il faut arrêter de le poser comme ça. D'abord parce que ces mères ont besoin d'un père, et systématiquement, on convoque le père au sens de « on l'associe aux soins ». On ne peut pas demander à une mère seule de se lever la nuit pour donner de l'autonomie à son enfant et pour lui apprendre à dormir seule. Elle ne peut pas le faire seule. Ce n'est pas possible. Deuxièmement, les motifs d'adresse. Alors, il y en a 4 que je vais développer tout de suite. Alors, je les développe parce que ça nous permet aussi, à nous professionnels, à chacun de nos niveaux, d'avoir cela en tête pour nous dire « Ah, si je vois ça, alors je pense à orienter, soit dans une unité de soins précoces si elle existe là où on est, mais en parler avec un pédiatre, un généraliste, n'importe qui peut prendre la suite. Et surtout se dire que s'agissant d'une contrainte de temps, encore une fois, l'enfant n'a pas le temps, il pleure, c'est pas « oh, ça va passer, il a du mal à babiller à 12 mois, mais il prend le temps ». Non, l'enfant n'a pas le temps. Donc nous, professionnels, on se doit d'être vigilants et de dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être que c'est difficile à vivre pour les parents,
Mais qu'est-ce qu'on préfère? Soulager temporairement les parents ou compromettre le développement de l'enfant en n'étant pas assez préventif? Je vous pose la question. Donc, les indications, troubles fonctionnels, donc des pleurs inconsolables toute la journée, la nuit, avec des incidences sur le sommeil, des troubles du sommeil aussi, des enfants qui ne peuvent pas s'endormir tout seuls, qui vont se réveiller plusieurs fois dans la nuit. Donc, je vous laisse imaginer au bout d'un moment l'état psychologique de l'enfant avec sa fatigue, des parents avec leur fatigue et de la cellule familiale, du noyau familial. S'agissant des troubles fonctionnels, on a aussi les troubles alimentaires. Chez les jeunes enfants, vous savez comme moi qu'ils deviennent à peine un sujet d'intérêt. Enfin, ça n'a que quelques années, cette histoire. Donc, l'idée de la sélectivité majeure, les difficultés de sevrage, mais vous avez aussi des problèmes de mécanique, c'est-à-dire un enfant qui tète mal, qui prend mal le sein, chez qui la diversification va mal se passer et pour lequel il faut se poser des questions de mécanique. Comment je mâche? Comment je suce? C'est extrêmement important. Vous voyez, ce n'est pas de la psychologie, ça, c'est de la mécanique, mais il faut l'avoir en tête. Je continue. Les particularités de développement sont une autre indication. Là, je ne vais pas détailler, M. Chaix en a parlé, donc vraiment être attentif à toutes les particularités qui peuvent être visibles très tôt dans la communication, dans la sensorialité également. Ça, c'est un aspect qui est également assez nouveau. Voir si un enfant va être hyper-réactif ou hyporéactif, surtout sur les modalités tactiles, auditives. Un enfant qui est sensible au bruit, un enfant qu'on ne peut pas laver facilement, qu'on ne peut pas habiller facilement, qu'on ne peut pas tenir facilement dans ses bras, parce que dès qu'on le serre trop, il est en hyper-extension. Et ça, je vous laisse imaginer la boucle. Un enfant hyperactif, la maman a du mal à le prendre dans ses bras, le papa aussi. Je doute sur mes compétences parentales. Donc du coup, un fossé se creuse entre parents et maman et papa. Et je ne sais plus comment faire. Et la boucle, et on est parti pour un cercle vicieux. Les coordinations motrices non harmonieuses également, c'est-à-dire repérer toutes ces petites particularités chez un enfant qui sont présentes dès la première année de vie, qui peuvent être présentes. Les troubles relationnels précoces également, pouvoir repérer que voilà, une maman a des difficultés ou un papa dans le portage qui ne sait pas faire, simplement, on a le droit de pouvoir dire « je ne sais pas faire avec mon petit, on ne m'a jamais appris » ou ma maman, mon papa à moi ne sont plus autour de moi, ils sont à l'autre bout de la France. Et j'ai personne pour me dire comment faire avec un enfant. On a le droit. La discontinuité dans les interactions avec l'enfant, également le peu de sensibilité aux signaux de l'enfant. Là, vous avez des mécanismes, des histoires d'attachement qui se reproduisent. Tel parent, dont ses propres parents ne se sont pas occupés, ou auxquels ils ont été peu sensibles, et lui-même ne sait pas comment faire avec son enfant, et il reproduit la même histoire, jusqu'au moment où on va pouvoir en parler et peut-être changer cette histoire. Les signes d'attachement insécure, c'est un petit peu ce que je viens de vous expliquer également. Les situations à risque, bon ben là, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est toutes ces situations où vous avez des parents extrêmement fragiles pour des questions de parcours psychiatrique ou d'accidents de vie, qui ont pu se produire pendant la grossesse, juste avant ou au moment de l'accouchement. Également, oui, ces parents déstabilisés par un bébé avec des particularités. Je crois qu'il faut pouvoir le dire aussi. On attend un bébé qui est en parfait état de marche, entre guillemets, et on se retrouve avec un enfant qui nous paume complètement. Et déjà que lors du premier enfant, et même des autres, on n'a pas forcément le mode d'emploi intuitif. Alors je vous laisse imaginer quand l'enfant nous paume et ne nous permet pas de suivre ce pourquoi on est à peu près programmé. Je dis bien à peu près. Alors, en 2 mots, l'organisation de la prise en charge, en fait, les parents appellent l'UPN, dont peuvent leur avoir parlé tous les professionnels qu'ils ont rencontrés. N'importe quel professionnel de la petite enfance, professionnel de santé, ils peuvent appeler d'eux-mêmes également. Là, ils sont reçus sous 15 jours par une soignante qui va les voir pendant 3 fois en utilisant plusieurs outils, et notamment la vidéo, pour regarder de manière plus focalisée les interactions parents-enfants, et puis évaluer de manière systématique quand même le retrait relationnel de l'enfant au jeune âge, qui peut être évocateur de différents troubles, le plus saillant étant l'autisme. Il peut y avoir aussi une évolution sensorimotrice ou psychomotrice.
On fait ensuite une réunion, une synthèse clinique au terme de ces 3 observations. Il peut y avoir un arrêt parce que les observations et le simple fait d'avoir été reçu rapidement et entendu peut débloquer les choses. C'est tout l'intérêt de l'intervention précoce. Il peut y avoir une poursuite des soins en hôpital de jour. Et dans les cas les plus sérieux, le médecin prend en charge ensuite avec un suivi en consultation régulière. J'insiste aussi sur le travail qu'on peut faire avec les professionnels de PMI. Et pour vous répondre, Madame la vice-présidente, sur la nécessité d'avoir nettement plus de moyens pour ces professionnels, parce qu'on est censé travailler en réseau. Et nous, on peut se poser la question de nos moyens, mais je crois que la question de leurs moyens se pose aussi largement, et je crois qu'il faut qu'on y réponde. Donc juste quelques chiffres pour finir. En moyenne, ces dernières années, on a à peu près 53 enfants suivis par an. Bon, un équilibre du sexe ratio. Ils ont une moyenne de 8 mois. Pour l'instant, beaucoup viennent sur recommandation des professionnels, mais on se rend compte que l'unité étant de plus en plus connue, les mamans ont tendance à venir spontanément d'elles-mêmes sur la base de leurs propres inquiétudes. Les motifs de demande sont vraiment très souvent quand même le sommeil, suivi par les troubles d'alimentation. Ça, je vous le passe. Juste pour vous dire 2 mots voilà, sur le type de suivi en prise en charge. On est vraiment sur du soutien parental. C'est là que le titre avait son sens, mais il était un petit peu réducteur. De la guidance aussi, c'est-à-dire pouvoir dire, mais voilà, on ne vous donne pas de leçons, on sait quelques petites choses qu'on va vous montrer sur la base de tout ce que vous savez, vous, déjà faire. Et on va voir si ça fonctionne. Et puis des repas thérapeutiques qui sont un dispositif très spécifique. La guidance interactive, c'est ce dont je viens de vous parler, cette idée de partir de ce que le parent sait faire pour ensuite tricoter sur ce qu'il reste à faire. Et puis un groupe Panda qui est très intéressant à mon sens, qui dans ces 18 premiers mois vont mêler psychomotricité et orthophonie, dans l'idée de dire que ces 2 fonctions sont étroitement liées dans leur développement et peuvent communiquer l'une l'autre. Cette diapo, c'était juste pour vous dire, pour vous préciser la place du bilan sensorimoteur qu'on oublie souvent un peu et auquel nous, enfin qu'on demande assez systématiquement quand même, bon, dans 33%, mais je pense que le taux est faible par rapport à la réalité. Voilà, de demander un petit peu explorer les particularités sensorielles toniques, les particularités dans la communication et dans la coordination, pour vous dire que vraiment, quand on a un bébé dans les bras, il y a tellement de paramètres qui jouent, de l'ordre du moteur, de l'ordre de la communication, de l'ordre de ce qu'il ressent, du sensoriel, qui fait que c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement intriqué. Il faut garder en tête tous ces facteurs. Et si je devais vraiment finir sur un message, c'est cette idée de dire on n'a pas le temps. Il faut se les répéter parce que combien de fois nos patients viennent nous dire « Oh mais un tel m'a dit qu'il prenait son temps ». Et ça, c'est insupportable à entendre parce qu'un enfant de 15 mois, de 18 mois n'a pas le temps. Voilà, je vous remercie. Donc vous allez pouvoir poser vos questions. Après, je vais en profiter un petit peu puisque je suis la modératrice. Déjà, un commentaire sur l'intervention de Monsieur Schex. Je me dis, mais finalement, alors on peut se dire... être un peu abattu quand vous nous présentez ces enfants en situation de précarité. Moi, je voudrais compléter en disant qu'il y a la précarité, mais il y a la vulnérabilité aussi. Quand on parle de vulnérabilité, c'est plus un enfant sur 5, mais c'est un enfant sur 3. Voilà. Mais je me dis aussi que finalement, ce que vous avez présenté, c'est plein d'espoir. Et quel challenge pour nous, les professionnels, mais aussi quelle responsabilité. Et puis, j'avais envie de vous poser une question, Monsieur Russet, avant de passer la parole à la salle. Je voulais savoir, en termes de recrutement, en fait, si les familles qui s'adressent à vous ou les professionnels, c'est limité sur Montpellier. Est-ce que ça concerne tout le département ? Est-ce que vous, éventuellement, vous rendez au domicile c'est la question de l'aller vers, de comment on travaille dans les conditions de vie des familles. Voilà, j'aurais bien aimé avoir un petit peu vos retours. Juste une observation, plein d'espoir, à condition, encore une fois, d'avoir les moyens.
et les moyens vraiment aussi de personnel formé à tous les niveaux. Parce que quand vous dites accompagner l'enfant qui est dans une situation de précarité, moi je pense à ces enfants dans des familles placées, dont les familles d'accueil sont à peine formées à la dysrégulation émotionnelle, à comment on accueille un enfant. Elles sont laissées sans supervision, et ça, il faut le dire haut et fort, c'est-à-dire que c'est des femmes et des hommes qui sont relativement héroïques, parce qu'elles travaillent à main nue, on leur demande un travail d'Hercule, et ça, il faut que ça change, si on veut espérer nourrir des espoirs. Alors, pour l'instant, l'unité parents-nourrissons est limitée au secteur 1 et 2, d'un point de vue pédopsychiatrique de Montpellier, c'est-à-dire qu'on dessert vraiment la périphérie de Montpellier et Montpellier-Ville. On a une vocation départementale, voire régionale, mais l'ancienne région, pour ce qui est des troubles alimentaires, par rapport auxquels on se positionne comme service expert. Troubles alimentaires, troubles de l'oralité, mais plus les gens viennent de loin, plus il sera difficile qu'ils se déplacent. Mais on peut en ce moment accueillir des personnes de Mende ou de Rodez, par exemple, parce que sur place, il n'y a vraiment aucune réponse. Voilà, donc je vais passer... Juste pour les personnes qui vont prendre la parole, on vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir prendre le temps de vous lever, de donner votre nom et quelques indications pour vous présenter de manière assez rapide. Il n'y a qu'un seul micro, donc je vais essayer d'être rapide également. Merci. Bonjour, je suis le docteur Christine Gaulier, je suis médecin généraliste en milieu extrêmement rural. Je suis dans le tout fond du Nord Aveyron. Je suis très très intéressée parce que vous nous avez présenté, je suis médecin de micro-crèche, même pas une crèche, une micro-crèche. Donc on n'a pas toutes les structures d'une crèche. On va travailler sur l'oralité et on va faire une présentation pour les professionnels de la petite enfance sur l'oralité. Je manque d'outils, je suis qu'une généraliste. Si vous avez des outils et communiquez les outils notamment pour vos évaluations ou des outils de formation des personnels, je suis très très intéressée. Je reprends la mienne sur la question de l'aller vers et comment on fait le lien avec le contexte de vie de ces enfants qui peut en plus être parfois multiple. Voilà. Pardon, c'est bon. En fait, il y a la question de la VAD, les visites à domicile. Mais à ce niveau-là, en fait, il faut se poser la question de la coordination des services. C'est-à-dire, est-ce que l'hôpital a vocation à faire un suivi au long cours à domicile, ou si justement, il ne faut pas développer une collaboration systématique avec la PMI pour un relais du soin, une présence plus soutenue à domicile. Je crois que c'est toute la question, parce que bien sûr que le contexte de vie de l'enfant n'est pas l'hôpital de jour. Donc il faut pouvoir agir dans le contexte de vie de l'enfant. Mais voilà. Oui, donc Catherine Bossis, vice-présidente. Juste peut-être pour faire un point sur ce qui a été développé ici dans l'Aude. On a mis en place depuis un peu plus d'un an un service expérimental pour accompagner ce qu'on appelle un service d'accompagnement précoce. Donc l'idée, c'est de faire un repérage dès la grossesse, en partenariat avec la polyclinique de Narbonne et l'hôpital, puisqu'il y a 2 maternités sur Narbonne. L'idée, c'est d'identifier effectivement des mamans vulnérables. Alors pas forcément une vulnérabilité financière et sociale, mais d'autres types de vulnérabilité, comme vous l'avez évoqué. Et donc de mettre en place cet accompagnement précoce avec une équipe pluridisciplinaire, donc puéricultrice, sage-femme, médecin, psychologue, de façon à accompagner pendant la grossesse et puis ensuite après la grossesse à la maison ces mamans vulnérables. Donc on est un petit peu dans la même logique que celle que vous développez au niveau du CHU. C'est tout récent, ça fait 1 an que c'est mis en place sur le Narbonnais. On commence à avoir effectivement des retours plutôt positifs. Alors bien évidemment, l'idée c'est d'éviter les situations de signalement et ensuite de placement. On est vraiment dans de la prévention. Et comme vous le dites, c'est aussi une question de moyens. Donc là, on l'a fait à titre expérimental. On aimerait pouvoir l'élargir partout sur le département. Mais ça nécessite des moyens humains et notamment des médecins, des puères, voilà. Et c'est pas simple. Donc, mais voilà, à notre niveau. Et ça veut dire aussi qu'il faut un vrai partenariat avec les équipes soignantes pour identifier ces mamans fragiles qui vont avoir besoin d'un accompagnement particulier, renforcé, après le retour à la maison. Voilà.
Alors, vous voyez par expérience, ce que je peux vous dire, si c'est très récent, mettez-vous tout de suite en cheville avec les services de l'hôpital pour que la réflexion, que vous meniez votre réflexion dès le début. Parce que sinon, vous serez toujours en décalage. Et finalement, c'est ce qui s'est... Alors à Montpellier, on a l'équivalent qui est l'appui parental avec la PMI de l'Hérault. Là, bon, ils se sont mis en cheville assez rapidement. Mais malgré tout, il y a parfois un petit décalage. Et là, si vous pouvez réfléchir dès le début à 2 partenaires cruciaux dans l'action, c'est toujours ça de gagner. Et puis l'évaluation du dispositif. Évaluer le dispositif dès maintenant, ça vous permet de venir dire aux politiques, il a un intérêt, il a une efficacité. Donc mettons l'argent. Tant qu'il n'y a pas ces éléments-là, c'est difficile de... Je voulais... Pardon, Véronique Monnier, je suis le médecin coordinateur, chef du service de PMI du même département de l'Aude. Et effectivement, c'est un dispositif qui est mis sur tout le département, puisqu'on a exactement la même chose également sur le Carcassonnais. Et je veux dire qu'il y a un problème, bien sûr, d'interaction, d'évaluation, mais il y a aussi un problème de ressources en dehors. C'est-à-dire, bon, là je parle pour d'autres départements, je pense qu'il y a d'autres départements qui sont logés à la même enseigne, c'est qu'on a très peu de professionnels, psychomotriciens, motriciennes, orthophonistes, et tout. Donc il y a quand même une problématique qui est globale. Et ensuite, je pense qu'il y a quelque chose qui sera très important à développer, sur lequel il faut réfléchir, c'est la place de la VAD. Et dans un dispositif, bien sûr, global, puisqu'il y a des VAD qui sont faites en anténatal, et vous nous avez bien rappelé l'importance de l'anténatal, dans le périnatal, dans le postnatal. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de champs à développer. Mais ces champs nécessitent effectivement des compétences qui n'existent pas toujours, et en même temps une reconnaissance, parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre, hein, je pense qu'on en est tous conscients, des actes qui sont réalisés par des personnels qui ne sont pas des médecins. Voilà. Et ça, je pense que ce sont des terrains à développer. Je ne sais pas si vous, du fait que vous êtes dans l'expérimentation, vous avez déjà travaillé là-dessus, c'est-à-dire sur la reconnaissance des actes qui actuellement ne sont pas reconnus. Est-ce qu'il y a des dispositifs de ce type-là? Merci. Alors, moi, du point de vue de l'appui parental, je ne suis pas dans l'expérimentation, puisque l'appui parental est la PMI. La réflexion que je me faisais à l'instant, c'est qu'on aurait peut-être tort de se dire, nous, à l'hôpital, ou vous, à la PMI, il faut tout faire, c'est-à-dire avoir une batterie de psychomotriciens, d'orthophonistes, de ceci, de cela. Je pense que si à la PMI, vous avez déjà des gens pour se déplacer à la maison, faire un bon travail de soutien parental avec des PER qui sont supervisés, je trouve que vous répondriez sacrément déjà à votre mission, quitte à ensuite faire appel à des psychomotriciens et des orthophonistes en libéral, parce que l'hôpital ne fait plus ça. Enfin, il le fait, mais pour les cas les plus aigus, etc. Ce n'est pas du tout pour dire que c'était nous, en tant que PMI, qui devions avoir psychomotriciens. Je dis, Non, c'est une réflexion globale. Oui, mais se pose la question de si on veut, à chaque fois qu'on monte quelque chose, avoir tout, on va forcément avoir la question de la raréfaction des compétences. Donc... Bonjour, Laurence Carpentier, je suis pédopsychiatre en Haute-Garonne et je voudrais insister sur un point, c'est sur la nécessité de reconnaître les difficultés des enfants et les adresser. Il se trouve qu'on a créé un réseau avec tous les services publics de pédopsie de Haute-Garonne, le CAMS, les CMPP et CMP, on a tous des réponses pour les 0-2 ans en moins de 15 jours. Eh ben, on a une sous-fréquentation de nos dispositifs et la majeure partie des enfants sont adressés à plus de 2 ans. Alors que pourtant, il y a un engagement à les recevoir en moins de 15 jours. Voilà. Et c'est banaliser la problématique des jeunes enfants, des enfants placés, mais aussi des autres. Et on arrive sur des troubles inscrits. Voilà. Donc je crois qu'effectivement, on peut reprocher le manque de moyens qui est évident. Hein, et les problèmes actuellement sur la PMI, il faut vraiment conforter la PMI qui est vraiment... pour nous, le point d'appui essentiel, mais aussi former toute l'ASE aux problématiques des très jeunes enfants et que chacun prenne ses responsabilités. Les choses ne passent pas. Voilà, moi je voulais juste peut-être revenir sur la... Pardon, de Petit Saunier de l'IREPS. Je voulais juste rebondir sur la question de
madame qui vient de l'Aveyron au niveau des outils mis à disposition des professionnels. Il y a une table documentaire au fond de la salle où certains outils vous sont proposés. Il y a un dossier documentaire qui a été établi aussi, je l'ai dit tout à l'heure, avec un certain nombre de références bibliographiques qui peut aussi vous orienter. On a des référents territoriaux dans chaque département qui peuvent aussi réfléchir avec vous à l'identification d'outils pratiques à utiliser dans le cadre de l'exercice de votre métier. Et le DRAPS a vocation aussi à identifier les besoins en formation des professionnels. On a une enquête de formation actuellement qu'on est en train de réaliser sur les différents territoires. Un questionnaire circule et on vous invite à répondre aussi à cette enquête pour mieux identifier vos besoins en formation et y répondre du mieux possible et surtout au niveau des territoires, puisqu'on sait qu'il faut que la formation vienne aussi aux professionnels au plus près de leur terrain. Voilà. Bonjour, je m'appelle Daniel Bourdonnais, je vais peut-être être une exception ici, je ne suis pas médecin ni dans la profession médicale, je suis photographe spécialisé dans les jeunes enfants et je suis en contact quotidien avec des familles dites normales. Et ma problématique, et ce pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est que des fois on voit des signaux d'alerte. Comment je fais, moi qui ne suis pas dans le milieu médical, pour rediriger ces familles, pour pouvoir les accompagner, parce que je les observe dans leur vraie vie, en fait, avec leurs vrais parents, sans le biais médical. Vous savez, quand on va voir le médecin, en fait, on a déjà fait un travail, alors que j'ai ce privilège d'être en amont de beaucoup de choses. Où est-ce que je les dirige? Merci. Et merci pour vos deux interventions. Non, c'est une question difficile en fait, mais c'est toute la question de la journée. C'est qui veille sur l'enfant, c'est ce qui va suivre. Eh bien nous tous, vous quand vous les prenez en photo et que vous êtes témoin de quelque chose qui ne va pas. Sur le champ de la maltraitance, de la négligence, mais aussi d'une difficulté. La question c'est comment faire pour que les parents entendent ce que vous allez dire. C'est ça la vraie question. Et oui, mais la question en amont c'est de dire est-ce qu'ils vont entendre ce que vous dites de mal sur l'enfant ? Parce que pour eux, ça va être, tiens, mon enfant a un truc qui déconne, entre guillemets. Et je me souviens toujours de ce que nous disait un formateur, un clinicien, qui peut-être on peut le dire comme ça, en étant un peu naïf, en disant « Ah tiens, c'est drôle, il ne parle pas beaucoup, qu'est-ce que vous en pensez ?» Voilà. Après, tout dépend ce que vous observez, parce que si c'est de nature à vous inquiéter vraiment sur le champ de la négligence, etc., en tant que kidam, vous pouvez faire une information préoccupante. Il faut pouvoir le rappeler, ça aussi. C'est une responsabilité de citoyen, c'est bien aussi de le rappeler. N'importe qui, dans la rue, peut faire une information préoccupante à condition d'avoir des éléments, mais c'est une démarche de citoyen. On veille sur l'enfant. Et par exemple, quand j'ai les enfants qui sont non-verbaux, par exemple, où on a tous les signes de troubles autistiques qui sont flagrants, qu'est-ce que je fais ? Et là, c'est pareil, en fait. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Moi, j'ai bien peur, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à part... Vous pouvez toujours... envoyé vers le médecin. Mais... Et pourquoi est-ce que déjà vous exprimez votre inquiétude? Déjà, est-ce que vous avez... Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Allez-y, professeur Chay. Déjà, est-ce que vous exprimez à ses parents votre inquiétude? Un des problèmes majeurs face à ces situations, c'est que le professionnel en face n'ose pas, le plus souvent, dire ou verbaliser, quel qu'il soit. Donc, vous êtes un professionnel, là, vous observez, et vous constatez quelque chose. Eh bien, vous pouvez soit utiliser les mots qu'on vient de vous dire, soit pour voir ce qu'ils en pensent, soit dire, de mon point de vue et de mes compétences, je suis un peu surpris que cet enfant ne parle pas. Je vous conseille d'aller voir le médecin, quelque chose de simple. Et puis vous verrez bien la réaction des parents. Bonjour, je suis Nathalie Cassini, je suis sage-femme à la Polyclinique du Grand Sud à Nîmes.
Et par rapport à tout ce qu'il vient de dire et votre intervention, je pense qu'en France, on n'est pas assez dans la prévention et vraiment avant et l'information. En tant que sage-femme, on le voit sur d'autres sujets, notamment le périnée chez les petites filles, par exemple. Et à la clinique, on est en train de mettre en place des ateliers pendant la grossesse, mais c'est peut-être déjà trop tard. Mais notamment, on a commencé, j'espère que ça va prendre aussi sur l'oralité, en fait. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a une précarité dans les familles qui entraîne des problèmes, mais on se retrouve avec des parents sur des familles dites normales, comme vous dites justement, qui sont en difficulté sur l'accompagnement de cet enfant et d'être parent, ce que ça représente d'être parents. Et du coup, on se retrouve avec des problèmes de plus en plus sur l'oralité, sur le développement basique d'un enfant, alors que à la base, on peut se dire que tout est réuni pour que ça se passe bien. Donc c'est vraiment établir le lien dès la naissance et partir sur les compétences des parents et redonner confiance à ces compétences-là en fait. Et peut-être voilà, faire des choses mais vraiment en amont à travers des ateliers ludiques, des informations, travailler avec les libéraux hein, parce qu'ils ont aussi une action, les médecins généralistes qui voient les familles, qui suivent les familles, peut-être trouver des moyens d'information pour qu'il y ait des choses qui soient inscrites chez les parents, chez les futurs parents, et qui après il y a des signaux un petit peu qui eux pourront leur permettre d'avoir des signaux et quand quelqu'un leur dira voilà, oui, il parle pas trop, c'est parce qu'il est timide ou parce que c'est là ou c'est la situation, permettre comme ça de pouvoir après rebondir sur un accompagnement autre. Voilà. Oui, j'allais dire, sans oublier une évaluation pour les troubles de l'oralité, sans oublier une évaluation systématique. C'est-à-dire vous pourrez soutenir des parents, mais si l'enfant a des problèmes de praxie orobuccale, des problèmes de sensibilité, tant qu'il ne sera pas désensibilisé, tant que vous n'aurez pas évalué ça. Ah non, mais c'est juste dans la prévention, c'est-à-dire que ça peut permettre justement des prises en charge qui ne sont pas faites actuellement ou qui sont faites très tardivement avec des problématiques plus importantes en fait. Oui, mais pour ceux qui prennent en charge, bien dire que l'évaluation systématique dans une suspicion de trouble de l'oralité, par exemple, est importante parce que chez le jeune enfant, on est très tôt envahi d'affects qui nous amènent à mettre en cause les relations parents, enfants, ceci, cela. Et l'enfant vient avec un matériel, avec un équipement. Il faut déjà s'assurer que cet équipement soit en bon état de marche pour être vraiment pragmatique. Moi, ce que j'ai compris dans votre intervention, c'est que vous voulez réinsister sur la prévention primaire en amont. Et effectivement, je pense comme vous que l'éducation des futurs parents est fondamentale. Combien de parents savent ce que c'est que le développement normal d'un enfant? Combien de parents savent, ont entendu parler de ce dont j'ai parlé, comment se forme le cerveau, comment le cerveau se développe? Très peu. Enfin, ce sont des choses qui ne sont pas portées à la connaissance. Très peu, en tout cas. En dehors du milieu professionnel, évidemment. Mais si je parle en général, donc on doit se poser la question de l'éducation de nos enfants, futurs parents, et je suis certain que c'est un rôle majeur dans la prévention primaire. Donc je vous soutiens complètement. Et d'ailleurs, s'il y a quelqu'un du rectorat dans la salle, dire que vraiment il est temps de pouvoir apporter aux enseignants, aux AVS, aux ATSEB, etc., mais enfin aux enseignants, puisque c'est du rectorat, voilà, ces éléments de développement de l'enfant. Avant toute chose, dans le contenu je crois qu'ils ont un petit module de psychologie, mais qui doit peut-être dater. Et vraiment, les repères de développement seraient les premières choses à apporter. Ouais. Oui, moi je voulais juste rajouter, ne pas oublier l'importance du réseau et de travailler avec tous les acteurs, parce que si tout le monde mène ses actions, il y a de multiples choses qui se font et il faut déjà connaître tout ce qui se fait sur le territoire, je pense, avant de démarrer des actions supplémentaires et bien s'articuler les uns avec les autres. Voilà, je pense que c'est important. Je suis désolée, on va s'arrêter là pour une question de temps. Et donc, on va passer à la deuxième thématique de la matinée sur la place du jeune enfant dans la société et qui veille sur ce jeune enfant.